Clémence Billot, bonjour. Cyril Gay, bonjour. Et Marie-Laure Pasco, bonjour. Bienvenue dans Variant les éditions en live. Aujourd'hui, on vous présente la maison Marchiali. Est-ce que déjà l'un d'entre vous peut déjà nous présenter, nous faire un petit historique et nous présenter surtout l'organigramme de la maison pour savoir qui travaille, combien de personnes avec qui vous travaillez et un petit historique, c'est possible? Oui, bien sûr. Cyril, j'y vais et tu compléteras si ça te va. Donc on a fondé les éditions Marchiali avec Cyril en 2016. On a créé en fait Marchiali pour sortir Tokyo Vice. Je l'ai pas là. Attends, je vais faire les illustrations. Je vais montrer les livres, ouais. C'est un texte qui nous avait beaucoup plu tous les deux. On travaillait tous les deux à ce moment-là dans l'édition. Moi, je travaillais chez Sonatine. Cyril était traducteur. Et en fait, l'idée folle est venue de monter la maison d'édition Marchiali pour sortir Tokyo Vice. Ce qu'on aimait beaucoup dans ce texte, donc nous, on est spécialisé dans les récits de faits réels, ou la littérature du réel. Et là, on est vraiment sur un texte, donc c'est une histoire vraie. Celui-ci est écrit à la première personne. Et ce qu'on aime aussi beaucoup, c'est que c'est aussi le récit initiatique de Jack Edelstein qui arrive au Japon étudiant et qui va devenir journaliste là-bas et qui maintenant parle couramment japonais et qui va faire tomber un des plus gros parrains de la mafia japonaise. C'était aussi un texte qui pouvait se lire comme un polar. Et il y avait aussi la dimension récit de voyage, exploration du monde, à travers le regard de ce jeune Américain qui découvre le Japon. Donc tout ça dans les années 90, donc c'est pas tout à fait le Japon qu'on connaît aujourd'hui. Et voilà, Marchiali était lancé. Il se trouve qu'on avait qu'on n'avait pas d'argent de côté à l'époque. Et on a lancé un crowdfunding, donc un financement participatif. On a prévendu le livre qui a très bien marché. Et grâce à ce financement, on a pu réunir autour de nous des acteurs du livre comme un diffuseur-distributeur. Donc là, à l'époque, c'était Harmonia Mundi. Et puis, Cyril a traduit Tokyo Vice. Et c'était parti, la maison était lancée. Juste pour revenir peut-être sur Tokyo Vice, mais donc Clémence l'a présenté sous différents angles, récit initiatique, récit de voyage, polar, véridique. Et pour nous, du coup, le livre permettait de servir un peu de pierre angulaire à toute la collection qui allait venir, dans le sens où il résumait plein de sous-genres de la littérature du réel. Nous, on savait que, bon, déjà, on voyait que ça allait émerger, qu'on arrivait au bon moment avant que ce soit trop tard. On savait qu'on avait envie d'aller défricher ce genre de texte. Et on savait aussi que c'était peu connu encore du public. Donc avec ce bouquin-là, c'était une porte d'entrée pour bien des aspects de ce genre de texte. Il a fallu, bien sûr, qu'on trouve un graphiste. Donc le troisième membre de la famille Marchiali, c'est Guillaume Guilpart, qui est en fait, c'est son seul projet industriel. À la base, il est artisan du livre. Il est professeur à l'école Estienne de gravure et de typographie. Et nous, on le connaissait par une amie en commun. Et en fait, moi, je l'avais d'abord contacté pour qu'il nous fasse pour qu'il s'occupe de la maquette en fait de Marchiali. Donc, si vous regardez les maquettes de Marchiali, on a toujours des pages de titres différentes. Et en fait, il se trouve qu'il est arrivé avec la couverture de Tokyo Vice qu'on trouvait très belle, qui est en fait une gravure sur bois. Et on a tout de suite adhéré au projet. Et donc, par contre, on lui a dit que s'il voulait travailler avec nous, il fallait qu'il fasse toujours... Enfin, on lui a dit qu'on voulait une continuité dans nos couvertures. Et en fait, le dessin en gravure s'est imposé en fait, comme une marque de fabrique. Et à partir de là, Guillaume est devenu notre graphiste, illustrateur, typographe pour la maison. Donc, c'est vraiment le troisième membre de la famille voilà. Ce soin apporté à l'objet livre, il nous a paru évident aussi parce que nous, on suivait beaucoup ce qui se faisait dans l'édition indépendante
Et le niveau a quand même monté d'un ou deux crans entre disons dans les 10 dernières années. Assez fréquemment dans l'édition, le paysage fait peau neuve tous les 20-30 ans. En gros, il y a une génération nouvelle qui arrive. Et nous, on a pu constater que donc c'est ça, il y a une dizaine d'années, il y a des éditeurs comme Attila, L'Arbre Vengeur, Toussaint l'Ouverture, Cambourakis, 13e Note. Tous ces gens-là avaient soit un esprit de collection assez fort, soit des choix typographiques ou d'illustration remarquables, en plus de défendre une ligne éditoriale souvent assez exigeante. Donc nous, on savait qu'on allait s'inscrire automatiquement dans cette mouvance éditoriale. Et la deuxième chose aussi qui a été importante pour les éditions Marchiali, ça a été l'explosion des MOOC, tous les trimestriels, quoi, en fait, 21, long cours, feuilleton, quoi d'autre, ouais, exactement. Enfin, vous les voyez, qui sensibilisaient déjà le lectorat à des histoires vraies, plus longues qu'un article de presse et avec un traitement littéraire. Nous, ce qu'on voulait, c'était un peu passer au format livre, quoi. De la littérature de non-fiction en France, il y en avait déjà, mais organisée en collection, c'était encore assez rare. Juste avant nous, il y avait, les éditions Globe se sont lancées quelque chose comme 2 ans avant nous, plein jour, qui sortent uniquement des auteurs français. C'est plus journalistique comme approche, mais c'est quand même de la non-fiction. Il publie très, très peu, hein, plein jour. Il publie très peu en plus. Ouais. Sous-sol, mais il publie aussi de la non-fiction, de la fiction, pardon. Qui avait... Enfin voilà, on est arrivé en même temps que Anna Mossa. Eux, ils ont un versant plus sciences humaines, histoire. Voilà, après, chacun essayait de trouver sa patte. Nous, on a une approche qui va flirter parmi les genres de la fiction avec le roman d'aventure, le polar, le roman d'apprentissage. Manon voilà. Oui. Moi, j'avais une petite question par rapport justement à cette littérature non-fiction. Sur votre site internet, vous parlez de littérature du réel et en même temps d'histoire romancée. Et je voulais savoir si c'est parce que vous vous situez en opposition à la littérature de genre, qui comporte tout de même le polar, ou si... je ne sais pas vraiment où vous vous situez donc, par rapport à la littérature de genre, surtout que vos couvertures, je les trouve très, très fiction en fait. Je les trouve très belles personnellement, mais ça fait littérature de genre, justement. Alors non, on s'oppose pas du tout on n'est pas du tout en opposition à la littérature de genre, puisque en fait, ce serait plutôt une opposition fiction-non-fiction. Mais après, ce qu'on publie, c'est avant tout de la littérature, sauf qu'ici, il s'agit d'histoires vraies. Et c'est une sorte, pour moi, la différence, c'est qu'il y a une sorte de pacte avec le lecteur, parce qu'il sait que quand il va ouvrir un livre Marchiali, il va trouver une histoire vraie. Et au contraire, en fait, la littérature de genre est déjà quelque chose qu'on aime beaucoup avec Cyril, qu'on lit pas mal. Et il y a beaucoup de nos textes en fait, qui se retrouvent dans des rayons de polar ou de récits de voyage. Donc on est vraiment, en fait, c'est vrai, il y a vraiment cette opposition fiction-non-fiction, mais pas une opposition littérature du réel et littérature policière, par exemple. Disons que la non-fiction peut englober de la littérature policière ou de la littérature de voyage. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, non, ça... Si, vous avez bien répondu. Parce que Tokyo très clairement, va utiliser des procédés du polar. Je ne sais pas ce que tu en penses, Cyril. Ouais. Ben, nous, même quand on travaille avec des auteurs, dernièrement, donc, on a sorti le 2e livre de Jean-Charles Chapuisat, Du bleu dans la nuit. Et il s'agit d'un fait divers qui s'est passé il y a une quinzaine d'années. Quand il nous l'a apporté, nous, on s'est mis d'accord avec lui sur le fait qu'on voulait le traiter d'une manière polaresque, si j'ose dire. Et ça, lui, c'est ce qu'il voulait. Et après, notre travail littérature du réel, il va plutôt être de
bon, comment est-ce qu'on fait pour qu'un fait divers devienne de la littérature? Il faut absolument qu'on dépasse les faits. Il ne faut pas que ce soit journalistique, en fait. Donc, il ne faut pas raconter l'histoire par le menu, comme va souvent le faire un journaliste qui aura suivi l'affaire pendant plusieurs semaines. Donc nous, là, on s'accorde avec l'auteur à ce qu'il décrive aussi des psychologies, enfin des personnages, mais aussi des lieux, que le fait divers se transforme en fait social, qu'on raconte l'impact sur la région, est-ce qu'il y a des échos nationaux ou pas. Donc voilà. Tout ça, en fait, nous distingue peut-être un peu du reste de la littérature Vous distingue complètement même. document. Et du roman, parce que là, il s'agit d'une affaire vraie. C'est pas inspiré d'eux, c'est pas inspiré du fait divers, c'est stricto sensu le fait divers. Eva? Ok, merci. Et bonsoir à tous. Je suis vraiment super contente d'être là. Moi, j'avais découvert vos éditions en fait il y a quelques années avec Jewish Gangsta de Karim Madani, qui était le premier livre. Ah ben voilà, Cyril. Le premier livre que j'ai lu de vos éditions. Et j'avais beaucoup aimé d'ailleurs. Très beau souvenir de lecture un été sur la plage. J'avais la petite question, peut-être un peu convenue, mais sur le nom en fait des éditions, parce que en fait, pour tout vous dire, je m'étais un petit peu renseignée sur ces éditions. Donc, quand j'avais découvert le livre, parce que je connaissais pas la maison, et comme vous vous présentez en fait avec le nom des éditions comme si c'était un nom de famille. Je pensais que c'était une maison familiale et que donc Cyril et Clément, c'était soit frères et sœurs, soit en couple. Et je pensais que c'était votre nom de famille, tout simplement. Et en préparant un petit peu le live de ce soir, en me renseignant un peu, je me suis aperçue que ce n'était pas le cas. Et donc, je voulais en savoir un peu plus sur ce choix donc, de ce nom pour la maison d'édition. Ben, c'est une double plaisanterie. Marchiali, c'est un vrai patron, enfin, c'est un vrai mot qui apparaît sur les registres de la Bastille et qui est là pour désigner un détenu. C'est un nom de code, en fait. C'est comme Jane Doe pour une personne, un cadavre qu'on retrouve et on ne sait pas qui c'est. Non. Là, c'est pour un détenu particulier. D'accord. Ça désigne une seule personne. Justement, plusieurs théories courent sur l'identité probable de ce détenu, parmi lesquelles il s'agirait de l'homme au masque de fer. Et là, on ouvre encore un autre tiroir d'hypothèses. Et nous, ça nous plaisait beaucoup d'avoir comme ça un seul mot qui ait un potentiel romanesque aussi fort, tout en partant d'un document, vous voyez, de quelque chose d'extrêmement concret. Et on trouvait que ça résumait bien l'esprit de la maison. En plus de ça, ça nous permet donc justement de l'utiliser comme patronyme et d'exprimer un peu ce côté familial que l'on a, que ce soit entre nous, parce que quand on a commencé, c'était dans nos appartements respectifs, donc c'était très, très, très artisanal. Enfin, aujourd'hui encore, on peut en parler après. Et c'est une plaisanterie sur le milieu de l'édition, puisque donc, il n'est pas rare que le fondateur ou le fondateur, la fondatrice donne son nom à la maison. Et comme nous, on avait plutôt, comment dirais-je, une dimension plus collective, on a fait Et modeste. On s'est choisi un nom. Voilà, pour le mot Marchiali. Très original en tout cas. Je ne sais pas comment est venue cette idée saugrenue, mais elle est magnifique. Quand on connaît l'histoire derrière, c'est assez incroyable. C'est rare. Bravo à tous les deux. Christelle, activez le micro. Voilà. Bonjour à tous. Donc moi, j'avais une question. Vous dites que vous avez démarré la maison grâce et avec Tokyo Vice. Comment vous avez découvert ce manuscrit et qu'est-ce qui a fait qu'après vous vous êtes dit c'est avec ce livre que nous allons démarrer la maison et après partir de là pour faire une ligne éditoriale? Alors, Tokyo Vice, c'est un texte qui est apparu aux États-Unis en 2009, qui avait eu pas mal de presse à l'époque et qui n'avait jamais été traduit en français en fait. Donc, quand on va un peu fouiller dans la presse anglo-saxonne, il se trouve qu'il y avait quand même beaucoup d'articles.
Et c'est Cyril qui, en fait, en avait entendu parler par ses recherches et ses fouilles de l'Internet. Et ce texte t'avait marqué. Tu l'avais toi-même proposé à des maisons en tant que traducteur, je ne sais plus. Non, même pas. En tant que stagiaire, juste à titre de tenez, ça pourrait vous intéresser. Je l'avais proposé peu de temps après sa sortie, en 2010. Donc voilà comment on l'a trouvé. Et en fait, on s'est dit que c'était un texte assez fort pour lancer une maison d'édition. Parce que, donc, comme on vous l'a dit tout à l'heure, il avait plusieurs portes d'entrée, en fait. Récit initiatique, polar, un texte rythmé. En même temps, qu'est-ce qu'il y a? Drôle, une sensibilité aussi qu'on aime beaucoup chez Jack Adelstein, une façon de raconter aussi le Japon qui est à la fois très immédiate et intuitive. Et après, en fait, la ligne de la maison, on savait qu'on voulait faire de la non-fiction, de la littérature du réel. On savait qu'on voulait faire de la littérature. Mais la ligne s'est définie au fur et à mesure. Par exemple, il se trouve que Cyril a passé pas mal de temps en Colombie, qu'il a quand même comme ça découvert. Tu veux parler un peu de la Chronica, Cyril, ou... Oui, l'une des quelques branches que l'on a au sein de la maison, c'est la littérature latino-américaine, donc uniquement de non-fiction contemporaine. Là, j'ai peut-être pas assez d'exemples, mais j'ai au moins les deux premiers. Il s'avère que sur le continent, le journalisme narratif est bon, là c'est un peu sur le déclin, mais c'est quand même beaucoup plus vivace que chez nous. Et il n'est pas rare de trouver des périodiques dans lesquels on puisse écrire 10, 15, 20 feuillets, ce qui aujourd'hui est beaucoup. Pour avoir 10 feuillets, même Florence Aubenas, c'est rare qu'elle ait ça dans le monde. Et non seulement la longueur, mais aussi le traitement assez littéraire, parfois très personnel. Et moi, j'avais repéré plusieurs textes et rencontré quelques auteurs là-bas, et ça nous paraissait important aussi, comme éditeur, d'aller défricher ces terrains-là. Généralement, en France, la littérature qui se taille la part du lion, c'est la littérature américaine. De toutes les littératures traduites, c'est celle qui est la plus représentée. Je crois que 50% des traductions en France sont de langue anglaise. Ça ne veut pas dire américain, mais vous imaginez le ratio. Donc nous, c'était assez cavalier de notre part d'aller sur un continent qui est beaucoup moins représenté, mais on avait le sentiment quand même de faire notre travail de défricheur. De la même manière, quand on défend un Indien qui écrit en Afrique, comme Anjan Sundaram, comment dirais-je, on a vraiment on a le sentiment de ne pas être surnuméraire, quoi, d'aller chercher des histoires insolites. Voilà pour la ligne des latinos. On peut rebondir sur ça, justement, sur le fait que Cyril est traducteur et qu'il a traduit bon nombre de livres pour Marciali. Est-ce que vous avez un parcours de traducteur? J'ai vu que vous aviez traduit de l'espagnol, de l'américain. Comment se fait-il que vous soyez traducteur, éditeur et bourré de talent? Alors, pour les deux premières parties, la traduction, ça s'est un peu... comment vous dire ça? Ça s'est un peu imposé dans le sens où... dans le sens financier? Pardon? Dans le sens financier, pour éviter d'avoir un traducteur? Ouais, en fait, si vous voulez, on a aussi monté notre maison parce que dans l'édition, disons que vous avez vous n'avez pas beaucoup de scénarios possibles si c'est ça qui vous intéresse. Soit vous allez vers des gens dont vous aimez le catalogue et vous allez toquer à leur porte en espérant qu'ils aient de la place pour vous. Et nous, comme je disais, les éditeurs dits indés n'ont généralement pas de place. Donc, ils vous remercient et vous conseillent d'aller vous adresser à quelqu'un d'autre. Et dans les grosses maisons, il faut avoir un parcours... Souvent, c'est un peu le parcours du combattant pour arriver à être éditeur un jour. Éditeur au sens où on choisit les textes, on crée la ligne et on a vraiment la main sur ce qu'on fait. Et surtout, on hérite d'une ligne éditoriale à suivre, quoi. Là, on a la pleine liberté de faire ce qu'on veut. Vous ne dérogez jamais à cette ligne éditoriale?
de Marcelli? Ben, Pour si l'instant, non. on déroge, on s'en fiche parce que ce sera de notre fête. On peut choisir de déroger. Je veux dire, le jour où on veut faire de la poésie baroque, eh ben, c'est nous que ça regarde, ça ne sera pas imposé, quoi. Et comme nous, on avait plusieurs envies et que c'était un beau défi à réaliser, on s'est lancé là-dedans. Mais pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'on a un côté, il n'y a pas de plan B, quoi. Et moi, je voulais bien travailler dans l'édition par bibliomanie, mais je me voyais mal faire tout un tas de boulot dans des maisons qui ne me correspondaient pas. Du coup, je me suis dit, bah, quitte à ce que ce soit difficile, autant que ce soit difficile avec quelque chose qui me plaît. Et donc, j'avais pu traduire un premier livre à 4 mains au Nouvel Ala. Donc, je m'étais un peu fait les dents. Et puis après, Tokyo Vice, ça a été une telle rencontre que j'ai un peu insisté pour le faire. Et c'est passé à l'époque. Et je suis extrêmement reconnaissant de cette expérience. Voilà, mais je me prédestinais pas du tout à faire ça. Isabelle? Je le fais plus d'ailleurs là maintenant, on travaille Oui, tous les deux. j'ai vu. Ouais. J'ai vu que les traducteurs étaient maintenant extérieurs. Tant mieux, ça veut dire que les livres marchent. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est souhaitable. Isabelle? Oui, donc bonjour et puis merci pour cette rencontre. Je crois que vous avez un peu répondu à ma question en fait au préalable. Donc j'en profite juste pour vous dire que vos couvertures sont à tomber effectivement. Je suis allée ce matin, du coup pareil, j'ai préparé un peu la rencontre de ce soir. Je suis allée voir votre site. On a envie de tout acheter, tout fait envie. Toutes les couvertures sont hyper attirantes. Donc, de ce point de vue-là, c'est super réussi. Et puis, et aussi, du coup, j'en profite aussi pour vous dire que le choix de votre nom est absolument fascinant. Et donc, c'est super. J'adore l'idée. Et en fait, oui, moi, ma question à la base, mais je suis encore une fois, vous avez déjà vraiment à 80% répondu, on est bien d'accord, votre ligne éditoriale, c'est de choisir des histoires vraies qui sont pas inspirées d'eux, mais du coup, qui sont décrites telles qu'elles se sont passées. Romancées, on pourrait dire ça? Mais par contre, qui sont romancées, voilà. La romancée, c'est piégeux parce que souvent… Ouais, c'est piégeux, c'est pour ça, ça pourrait dire que c'est transformé. Or là, c'est pas transformé, mais c'est vraiment de la littérature. En fait, l'idée, c'est que ce soit… C'est pas un historien qui raconte les faits dans l'ordre. C'est vraiment l'idée, c'est vraiment d'avoir un livre qui peut se lire comme un roman ou comme un polar, mais en réalité, c'est vraiment une histoire qui s'est réellement passée. C'est ça votre ligne, en fait. L'idée, c'est vraiment qu'il y a un travail sur le texte, à la fois sur la forme, sur l'écriture, sur le point de vue aussi, qui fait que en fait, tout ça, tous ces critères font que c'est de la littérature, en fait. Et on voulait que je pense qu'on a tous les deux, avec Cyril, on est très curieux, on a toujours ce désir d'apprendre de nouvelles choses, soit dans des pays qu'on ne connaît pas ou dans des univers peu connus, mais on n'a pas envie de s'ennuyer, quoi. Et donc, l'idée aussi de la littérature, c'est de nous emmener vers des univers vers lesquels on ne serait pas allé, parce que justement, il y a une telle sincérité, une telle aussi… l'auteur est tellement investi dans son texte qu'en fait, il nous embarque dans l'histoire. Et tout ça, il le fait en trouvant une voie, mais aussi en se disant « Ah, comment je vais raconter cette histoire ?» C'est vraiment ce côté-là de raconter une histoire. Donc, l'histoire est aussi très importante en fait pour nous, mais la façon de la raconter. Ce qui est bien dans cette ligne éditoriale, c'est qu'on s'est tous à un moment donné, pendant des années, on a tous lu des livres et on s'est tous demandé à un moment donné, est-ce que ça c'est vrai, est-ce que ça c'est faux? Et là au moins la ligne elle est claire, on sait que c'est vrai, mais en même temps l'histoire est racontée de manière à ce qu'on y croit totalement. Et j'avais une question justement sur ça. Quand vous recevez des auteurs ou des manuscrits, et on parlera tout à l'heure peut-être du nombre de manuscrits que vous recevez, mais quand vous recevez un manuscrit, comment vous arrivez à jouer entre guillemets avec l'auteur pour qu'il arrive à raconter cette histoire sans que cela fasse trop journaliste
artistique et sans que, pour que ça paraisse vraiment, véritablement vrai en réalité. Est-ce qu'il y a un travail de jeu sur l'acteur, sur le texte notamment? Comment vous arrivez à formuler tout ça? Déjà, il y a la moitié de notre catalogue à peu près qui est de l'étranger, de la traduction. Donc ça, le texte a déjà été travaillé. Et c'est vrai que quand on travaille sur des textes anglo-saxons ou de langue espagnole, où il y a vraiment une tradition du journalisme littéraire, c'est plus facile. C'est aussi source d'inspiration pour nous, beaucoup. Et donc ensuite, il y a le travail avec les auteurs français. Donc, il faut savoir que ce n'est pas du tout en fait, le même type de travail. Où là, généralement, on va vraiment travailler en amont du projet. Donc, ce sont des personnes qui arrivent avec une histoire, qui ont déjà écrit ou qui vont en écrire une bonne partie. Et à partir de là, il y a plusieurs étapes en fait, dans le travail d'éditeur. Déjà, vraiment réfléchir sur le sujet, comment en parler, est-ce qu'il y a vraiment une histoire, est-ce qu'il y a vraiment un livre. C'est-à-dire que vous êtes capable d'accepter une histoire avant un manuscrit. C'est souvent arrivé. Alors, c'est arrivé pour des auteurs qui avaient déjà écrit. D'accord. Ça, c'est très intéressant, hein, c'est très rare. Par exemple, c'est rare. Karim Madani avait déjà écrit du polar et on avait lu ce qu'il avait fait. Et c'est pour ça qu'on a pu lui faire confiance sur Jewish Bangsa. Mais effectivement, en fait, c'est presque plus un fonctionnement, c'est vrai que tu m'arrêtes, mais de rédacteur en chef d'une revue trimestrielle, de faire ça, qui commande des articles, qu'une maison d'édition de littérature française. Et après, chacun arrive avec son parcours et sa sensibilité propre. Moi, j'aime bien la définition de Thierry Discepolo des éditions Agone. Il dit qu'un éditeur, c'est un auteur d'auteur, dans le sens où on aide les personnes à accoucher un peu d'elles-mêmes et de ce qu'elles ont. Donc, Karim Madani, qui a une veine de toute façon très polar, je pense que ça pourrait être intéressant d'essayer de le tirer vers autre chose, mais c'est sa veine naturelle en fait. Et je pense qu'il faut exploiter ça, et nous, on va le chercher pour cette raison. À l'inverse, quand Jean-Charles Chapuzet, qui est quelqu'un de plus fantaisiste et plus brut de décoffrage, vient nous voir, il faut qu'on compose avec ça. Donc en gros, il faut savoir aussi reconnaître les caractères. Et je termine sur ce sujet-là, pardon Sandra et Manon, mais est-ce qu'il vous est déjà arrivé de repérer un fait divers et de contacter l'auteur pour écrire? Alors, pour le moment, non, pour la simple raison qu'il faut vraiment que l'auteur, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on on cherche à dépasser le fait divers, donc il faut vraiment que l'auteur ait envie de s'en emparer et de raconter autre chose, en fait, le fait divers. Donc, c'est plutôt des choix personnels. Après, peut-être que ça nous arrivera un jour, mais je ne suis pas sûre. Ça, c'est un réflexe de grande maison qui a les moyens de produire assez vite. Comment dirais-je? On va voir, parfois, il y a des gens spécialistes de telle ou telle question, qui peuvent être des questions de société, qu'on appelle justement pour qu'ils écrivent sur un sujet donné. Mais là, à moins qu'un jour on entende une histoire dont on sait que ça intéressera l'un de nos auteurs, on risque de ne pas le faire. Sandra? Oui, bonsoir. Ma question, elle va rejoindre un petit peu certains aspects de votre réponse précédente. Mis à part votre ligne éditoriale qui détermine, j'imagine, largement vos choix, le récit de faits réels, comment est-ce que vous faites vos choix d'auteurs? C'est-à-dire, est-ce que vous allez tous les chercher? Est-ce que vous recevez des manuscrits? Est-ce que ce ne sont que des auteurs vivants? Est-ce qu'il y a des auteurs morts aussi? Voilà ma question. Les morts sont souvent moins embêtants, en tout cas. On commence par les morts? C'est pratique. Alors, première, pour l'instant, c'est la seule autrice défunte au catalogue qui était... c'était quoi? C'était notre deuxième titre, juste après Tokyo Vice. Donc, deux livres, deux ambiances.
Ce livre nous permettait de mettre en avant une chose, c'est que le journalisme littéraire avait existé dans la presse française. Là, vous voyez, c'est un livre qui fait 270 pages et pourtant il n'y a que 4 textes dedans différents qui sont parus dans la presse dans les années, fin des années 20, début des années 30. Et on voulait montrer que s'il y avait eu rupture, en tout cas, ça avait existé dans le paysage. Et surtout, on pouvait montrer que le choix de la littérature dans les sujets même journalistiques permettait au texte de vivre plus longtemps. Parce que là, par exemple, ça, Une femme chez les chasseurs de tête, c'est un texte donc, bon, qui n'a pas un siècle, mais presque. Et ça n'a pas pris une ride. C'est toujours le ton est toujours d'une grande modernité, beaucoup de poésie, c'est une plume très vivace. Et ça tient à l'écriture de l'autrice. Donc voilà, nous on voulait démontrer ça, si vous voulez, par cette publication. J'ai peut-être, Clémence, tu l'as toi j'ai peut-être le deuxième. On va sortir un deuxième volume de cette autrice. Ah oui, je l'ai là. En octobre prochain. Et en plus de ça, donc on a ce qu'on appelle une politique d'auteur. Donc généralement, le plus possible, on essaie de suivre les gens avec qui on travaille. Non, mais les gens avec qui on travaille, c'est-à-dire que Karim Madani, on a re-signé sur un livre avec lui tout de suite. Jean-Charles Chapuzet, on en a déjà fait 2. Raphaël Malkin, l'auteur du Rugissant, est en train d'écrire un autre bouquin. Il y en a une qui est plus rapide que moi. Avec nous. Et ça, c'est important aussi parce que pour aider un auteur à trouver une place dans le paysage, il faut souvent plusieurs livres. Voilà. Alors, sauf carton immédiat, et tant mieux pour tout le monde. Mais ça se construit dans le temps. Oui. Et par rapport aux vivants? Par rapport aux vivants, aux auteurs vivants, des projets qu'on reçoit. Ça a été le cas de Jean-Charles Chapuzet, Un mauvais plan sur la comète. Soit ce sont des personnes qui viennent nous voir avec un projet comme Raphaël Malkin ou Karim Madani, on nous l'a présenté. Donc c'est un peu au cas par cas, on reçoit en fait assez peu de manuscrits, nous. Je ne sais pas pourquoi, je pense qu'on communique mal sur notre site internet, mais il y en a un nouveau qui arrive. Aussi parce qu'on n'a pas tout de suite été identifié comme éditeur de littérature française, vu qu'on avait beaucoup de traductions. Mais du coup, oui, trouver un texte, trouver nos auteurs, les auteurs étrangers, généralement, soit donc on est en contact avec des agents aussi qui représentent des auteurs étrangers, mais ça, bizarrement, ça s'est fait assez peu pour le moment. Soit c'est vraiment de la veille sur ce qui sort en fait à l'étranger. Et pour les auteurs français, c'est des rencontres, des gens qui viennent nous voir avec un projet et des manuscrits qu'on reçoit effectivement par mail, surtout maintenant. Est-ce que vous pensez que vous recevez peu de manuscrits en non-fiction, pour la simple et bonne raison que les auteurs qui ont des faits divers ou à raconter, entre guillemets, préfèrent ne pas réécrire un texte, ou en tout cas pas le... Alors, c'est toujours difficile le romancer, mais entre guillemets, en tout cas, réécrire l'histoire? Est-ce que c'est à cause de ce problème-là? La non-fiction, c'est la double peine, c'est-à-dire qu'ils sont obligés d'abord de faire un travail de terrain, la plupart du temps, en plus de faire un travail de documentation, mais disons que c'est la même branche. Et en plus de ça, il faut faire un travail littéraire par-dessus, ce qu'on ne demande pas aux journalistes dans des maisons d'édition que je nommerai pas. Mais... Et c'est vrai que l'auteur de fiction, lui, aura plus de liberté que l'auteur de non-fiction. Parce qu'il pourra inventer la demande. C'est plus rigide en fait comme cadre que la fiction. Et je pense que c'est aussi beaucoup moins répandu, beaucoup moins connu en France. Et c'est aussi pour ça qu'on reçoit assez peu de manuscrits. On reçoit des romans assez régulièrement. Mais des textes vraiment de non-fiction, c'est assez rare. Donc on reprend. Isabelle, tu avais une question? Oui, j'ai mon micro, ça tombe bien. C'est une question. Est-ce que vous vérifiez du coup les faits, puisque ce sont des histoires vraies, est-ce que vous vérifiez les faits ou est-ce que vous faites confiance dans les faits ou qui vous sont rapportés?
Comment vous savez que les histoires sont vraies, en gros, c'est ça. Alors, généralement, comme on prend les sujets très en amont, souvent, enfin, sans se substituer aux auteurs, bien entendu, mais on les accompagne beaucoup dans la construction du récit et dans les choix de traitement qui vont suivre pour le livre. Et à ces occasions-là, déjà, nous, on pose pas mal de questions. Et puis, ça nous arrive quand même assez fréquemment, enfin systématiquement, d'aller voir des choses. C'est pas du flicage, c'est surtout pour. Parfois aussi, on peut nous être attirés par quelque chose dont on nous aura pas parlé ou dont on estime que ça mériterait d'être plus mis en avant dans le bouquin. Après, on peut pas dire qu'on fait vraiment du fact-checking à l'américaine. Donc, pas de risque de dériver sur du Stéphane Bourgoin. A priori. Non, mais lui, c'est un. Il a quasi. Enfin, lui, il a vraiment menti, tu vois. Enfin, il y a une différence entre quelqu'un qui va être un peu lâche dans la vérification ou, par exemple, qui va se contenter d'avoir une seule source. Ça arrive souvent. Je pense que dans le journalisme, c'est plutôt déconseillé. Encore que, je crois que en France, c'est pareil. On n'a pas la même tradition qu'aux États-Unis. Mais c'est pas la même chose que d'organiser une fiction et de la faire passer pour des faits. Manon, Clémence, pardon, je ne sais pas si vous vouliez intervenir. Non? Si, en fait, effectivement, on fait confiance à nos auteurs. On les suit aussi tout au long de leur enquête. Souvent, ils nous racontent leurs avancées, ils nous racontent où ils en sont, ils nous racontent les personnes qu'ils ont rencontrées. Parfois, quand ils bloquent, le fait de discuter avec nous, ça peut les aiguiller pour aller rencontrer une autre personne ou se renseigner par une autre source. Donc, on les accompagne vraiment dans ce travail-là. Donc, on sait quand même d'où vient la matière. Et après, nous, pendant le travail de relecture, s'il y a des choses qu'on trouve un peu bizarres ou parfois l'auteur s'enflamme un peu avec la réalité, on va quand même lui demander de bien vérifier est-ce qu'il est sûr de lui. Et après, on a quand même une dernière relecture par une correctrice qui, elle, va aussi pouvoir nous faire des retours dans ce sens-là. Après, la correctrice, c'est vraiment très factuel et c'est vraiment des choses minimes. Mais il y a quand même plusieurs relectures qui peuvent nous permettre en fait, de voir si jamais on voit qu'on s'éloigne trop de quelque chose de réel. Et généralement, l'auteur, s'il introduit... parfois, les auteurs se posent la question d'introduire de la fiction ou de reconstituer une situation. Ça, ils nous le signalent et on y réfléchit ensemble, en fait. Et il y a d'autres choses. Bon, là, maintenant, il n'est pas rare, ça devient quasiment une habitude que l'on rencontre des personnes qui sont des personnages dans le livre. Et donc là, on voit bien que tout est vrai. Ça coïncide. Et surtout, des gens lisent le livre avant publication. Alors, c'est pas tant pour qu'ils aient leur mot à dire, mais en tout cas, s'ils estiment qu'il y a quelque chose qui est erroné, il est encore temps de le corriger. Après, si ça leur plaît pas, ça c'est entre l'auteur et nous. Mais si jamais, et d'ailleurs le cas s'est jamais présenté où quelqu'un dit non mais là ça c'est pas vrai quoi. Et si quelqu'un disait ça, alors peut-être qu'on demanderait à ce que lui nous prouve ou qu'il nous explique. En tout cas, il y aura je sais pas, nous, ça nous est jamais arrivé, mais il y aura une confrontation. Et là, pour l'instant, les auteurs sont toujours respectueux des gens sur lesquels ils écrivent. Ils font lire le manuscrit. Donc ça, c'est un bon garde-fou aussi pour répondre à votre question. Manon, pas la timide, hein, l'autre. Oui, alors en fait, moi au début, je voulais poser exactement la même question sur la véracité des faits. Donc voilà, là c'est fait. Je voulais vous demander, en tant qu'éditeur indépendant, comment vous avez vécu en fait la période du Covid entre février et mai. Quelles conséquences ça a eu et est-ce que ça va changer le futur de votre maison ou pas? Alors nous, en fait, on a beaucoup de chance
parce que depuis 1 an maintenant, on a rejoint le groupe Delcourt, qui est un groupe de bande dessinée qui est en train de développer la littérature. Et en fait, qui est venu nous voir, c'est ça, au printemps dernier. Et on a intégré le groupe avec Cyril pour développer Marchiali. Ça, c'est une réflexion qu'on a eue en amont, du coup, avant le Covid. Parce que c'était assez difficile. Enfin, déjà, avant de rejoindre Delcourt, on était à 4 titres par an. Donc, bon, c'était impossible pour nous de se rémunérer et de vivre de Marchiali. Et aussi parce que pour passer la marche qui aurait pu nous permettre de nous rémunérer, la marche était assez haute et en fait, on avait vraiment besoin d'un soutien qui ne soit pas que financier, mais aussi Matériel. humain. Ouais, même humain. En fait, une des choses aussi qui nous a permis de franchir le pas avec Delcourt, c'est que c'est un groupe, effectivement, mais c'est un groupe indépendant et qui est toujours dirigé par son fondateur. Le fondateur, c'est pas un héritier ni du livre ni financier, c'est quelqu'un qui a commencé comme nous dans sa cuisine dans les années 80, en 1983. Et la différence, c'est qu'il était sur un secteur beaucoup plus porteur que la non-fiction, à savoir la bande dessinée au tout début des années 80, ça a explosé. Et comme il gère aussi bien ses affaires, ça a pu grossir d'année en année jusqu'à devenir la marque que l'on connaît. Petit fait amusant, donc Guy Delcourt, à l'âge de 65 ans, décide que tout va bien pour son groupe et qu'il aimerait bien continuer à le développer sur un terrain fort inattendu, la littérature, qui n'est pas exactement... Enfin, comparé à la bande dessinée, c'est beaucoup plus difficile comme champ éditorial. Mais ça nous a... Ils ont une gamme littérature, Delcourt. Très bonne gamme littérature, il me semble. En fait, ouais, il avait commencé il y a 2 ans, je crois, c'est ça les premiers livres. Non, ouais. Non, plus de 3 ans. Ouais, 3 ans. Ouais. C'est notre 3e année pour la littérature chez Delcourt. Merci, Marie-Laure. Et nous, ça nous plaisait bien aussi. Enfin, quand il décide de faire de la littérature étrangère, il va voir Emmanuel Hortebise et Marie-Laure Pascaud. Et donc, nous, on se disait, ah, bah, c'est bien, il a le nez creux. Enfin, nous, Emmanuel Hortebise, on connaissait sa collection. Donc, c'était je sais pas, tout ça, c'était rassurant. Et puis, ça a beau être une structure, donc... bien plus grande que ce que nous on pouvait connaître au quotidien, ça reste quand même très artisanal et on sent le passif, quoi. Et le côté familial. Mais ça a été une vraie question pour nous et je pense qu'on est très, très heureux de notre choix parce que finalement ça nous permet de faire notre travail aussi d'éditeur pleinement, alors qu'avant on était toujours en train de jongler avec beaucoup de choses. Moi, la comptabilité, ça a vraiment été mon cauchemar. Enfin, il y avait plein de choses comme ça, en fait, où on s'est dit, on n'a pas envie de continuer à vraiment faire cet homme orchestre, chef d'entreprise et en même temps éditeur. Et c'est vrai que ça a été une belle opportunité de rejoindre Delcourt. C'est mieux pour les livres et pour les auteurs. Enfin, souvent, au début, on entendait « Ah ouais, mais alors, vous n'êtes plus indépendant ?» Puis on dit bah, « Delcourt, c'est un groupe indépendant. Et puis, de toute façon, au sein du groupe, on a une indépendance éditoriale et graphique qui est totale. Enfin, nous, on va pas changer ça. » Donc, en fait, on aurait eu plus de problèmes si on avait continué sans. Et donc, pour répondre précisément à ta question, Manon, je pense que le Covid, on l'aurait assez mal vécu. Très, très clairement. Justement, voilà, c'est là où je voulais rebondir sur votre totale indépendance éditoriale. Ça, c'est important de le signaler. Vous faites, entre guillemets, ce que vous voulez au sein de l'édition. On est d'accord. Guy Delcourt est venu nous voir pour qu'on développe Marchiali et qu'on continue de faire Marchiali. Sinon, ça n'aurait pas de sens, en fait. Et même graphiquement, nous, on lui a tout de suite dit, ben voilà, c'est vrai que nous, nos livres ont un certain coût quand même, parce qu'on avait déjà choisi des gammes de papier, on a toujours imprimé en France aussi, parce que
parce qu'en fait, on a besoin de ce contact avec l'imprimeur. Et aussi, Guillaume, il fait de la gravure sur bois, donc ça aussi, c'est un certain coût, quoi. C'est pas des coûts. Et en fait, il nous a vraiment toujours suivis sur nos choix. Et il nous a dit surtout, changez rien, mais juste ayez plus le temps de faire, quoi, et publier plus de livres, bien sûr. Et même pour nous, aujourd'hui, je dirais qu'on a plus d'indépendance éditoriale parce qu'en faisant de la littérature étrangère, il faut savoir qu'une traduction, ça coûte très cher. La Révolution, la dernière mois, je pense que c'était 10 000 €. Et c'est très dur pour nous d'acheter des textes et quand on est un éditeur indépendant et ensuite de se dire qu'il faut financer la traduction, etc. Donc souvent, le nombre de pages peut effrayer. Et là, aujourd'hui, on n'a plus du tout ce frein-là. C'est-à-dire que s'il y a un bon texte, même si c'est une grosse traduction, on sait qu'on pourra y aller, même sans l'aide du CNL. Donc moi, j'ai vraiment l'impression, et on sait aussi que si un jour on veut mettre aussi plus d'argent pour un avaloir d'un auteur français, on peut le faire. Enfin, en fait, on gagne vraiment en liberté. Comment on gagne en liberté éditoriale, en fait. Et puis, on a plus le temps de travailler nos textes avec nos auteurs. C'était très dur de développer la littérature française avant. Aussi parce que donc, Cyril traduisait et moi, je travaillais à côté. Et en fait, la littérature française, c'est vraiment un investissement énorme en tant qu'éditeur. Et là, c'était vraiment pas possible. Surtout en non-fiction, quand on ne reçoit pas de manuscrit. C'est bon. Et voilà, mais c'est bien. L'avantage du groupe Delcourt, c'est que c'est vrai que Guy est un entrepreneur puisqu'il développe son groupe, comme disait Cyril, mais c'est aussi avant tout un éditeur. Et je pense que c'est ça qui garantit l'indépendance éditoriale des Marchali, comme la branche Delcourt en littérature, où Emmanuel est libre vraiment de faire ses choix. On va lancer aussi une nouvelle maison de littérature française avec 2 éditrices qui font leurs propres choix aussi. Donc, cette indépendance éditoriale, en fait, elle est là parce qu'on a un patron qui est éditeur aussi. Et voilà, c'était juste une petite parenthèse, mais je pense que c'est important aussi de l'expliquer et de comprendre pourquoi cette indépendance éditoriale est garantie pour les Marchali aussi. Et nous, on savait très bien qu'on ne voulait pas aller... avec Cyril, on s'était posé la question d'intégrer un groupe. Et il y avait des groupes chez lesquels on ne serait jamais allé, quoi. Ça, c'était une évidence pour nous. Et on aurait Malheureusement, on n'a pas trop le choix. Il n'y en a pas tant que ça. Je veux dire, il y en a plusieurs, mais il y en a plein qui ne sont pas ouverts au fait d'intégrer des corps étrangers. Et que Delcourt vienne nous voir, ça, c'était vraiment inattendu. Déjà, c'est arrivé au bon moment et surtout, on l'a pas vu venir. Merci de toutes ces précisions parce que c'était important pour nous aussi, lecteurs, de savoir, de connaître votre indépendance totale au sein de l'édition. C'est vrai que dans ce genre de rencontres, on invite la plupart du temps que des éditeurs indépendants, mais je ne pouvais pas imaginer ne pas vous inviter. Pour moi, vous êtes un éditeur indépendant, vous êtes totalement à part et originaux dans ce que vous faites, et que vous soyez racheté ou pas par Delcourt, à mon sens, ne change rien à votre travail. Voilà. C'est très bien que vous ayez donné toutes ces précisions. Merci à vous. Manon la timide, c'est à toi. Oui, bonsoir à tous. Moi, j'avais une petite question concernant l'actualité, puisque la rentrée littéraire arrive à grands pas. Et c'était pour savoir si vous pouviez nous présenter vos prochains titres. Merci. En août, on va sortir un texte de littérature étrangère, traduit de l'espagnol, qui s'appelle La Révolution, la danse et moi. Il y a je n'ai pas un aussi beau fond d'écran derrière. C'est l'histoire d'une jeune, donc ça se passe dans les années 70. C'est l'histoire d'une jeune femme, Alma, donc, qui est l'auteur de ce texte, qui en fait consacre sa vie à la danse contemporaine. Elle a 20 ans, ça se passe à New York, et il se trouve qu'elle suit les cours des plus grands chorégraphes, dont Merce Cunningham ou Twyla Tharp, et son rêve, c'est vraiment d'intégrer leur compagnie. Et il se trouve qu'à la fin d'un cours, Merce vient la voir et lui dit « Écoute Alma, voilà, j'ai entendu parler d'un poste de professeur de danse contemporaine pour enseigner ma technique à La Havane, à Cuba.
à l'École nationale de danse. Est-ce que ça t'intéresse? Et là, en fait, Alma, au lieu de se dire, ah génial, c'est une super opportunité, je vais voyager, en fait, pour elle, son rêve s'effondre parce qu'elle voulait vraiment, elle se dit qu'elle ne sera jamais suffisamment bonne pour intégrer la compagnie de Mercier, puisqu'il lui propose d'aller donner des cours à Cuba et de mettre des milliers de kilomètres entre elle et lui. Et surtout, elle se dit, bon, Cuba, il y a quand même l'embargo américain, enfin, ça lui fait pas super envie. Et elle va voir Sohaila Sarb, justement, qui lui dit, écoute, Alma, tu n'as plus rien à faire à New York. Et donc là, elle part vraiment le cœur brisé à Cuba. Elle se dit, tant pis, ça peut être une expérience intéressante. Et surtout, je vais apprendre à enseigner la danse. Est-ce que tu veux prendre le relais, Cyril? Oui, elle arrive donc à Cuba, la mort dans l'âme, la peur au ventre, ne connaissant du régime castriste que ce que l'on entend à New York. Et donc, elle a des valises pleines de chaussures, boîtes de chocolat, disques des Beatles et autres produits interdits. Le douanier circonspect la laisse passer parce qu'elle a en fait un passeport de conseiller technique ou quelque chose comme ça. Elle arrive à l'école de danse où elle va... Initialement, elle est censée rester 1 an, mais elle écourtera son séjour au bout de 6 mois. Et elle voit la salle, elle commence à prendre ses marques, et elle voit qu'il n'y a pas encore les miroirs au mur, vous voyez, les miroirs dans les salles de danse. La directrice arrive et elle lui dit « Ah, mais les miroirs vont arriver. Ah non, 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 il n'y a pas de miroir. Il n'y aura pas de miroir, il n'y en a pas et il n'y en aura pas. » Ah bon, mais comment ça se fait? Il dit non, mais le miroir, c'est un instrument contre-révolutionnaire. C'est quelque chose qui développe le culte de soi et il n'y aura pas de ça ici. Et donc bon, la chaleur, les chocolats fondus et les miroirs en moins, ça commence à faire beaucoup pour Alma. Elle a une toux aussi, c'est un détail important parce que rapidement, elle va quand même à l'hôpital pour se faire soigner. Et là, son regard commence à changer parce qu'elle se rend compte que les médecins, les hôpitaux, le système de santé à Cuba en 1970 est quand même très performant, qu'en plus de ça, tout est gratuit. Et là, elle commence à rencontrer 1, 2, 3, plusieurs personnes avec qui elle se lie d'amitié, qui eux sont de fervents défenseurs de la révolution, dont certains qui ont combattu dans la Sierra Maestra. Et petit à petit, malgré les difficultés quotidiennes et le point de vue de ces étudiants qui souvent sont méconsidérés, la danse contemporaine, c'est pas vraiment mis en valeur sur l'île. Son regard, en fait, va changer. Elle va se demander aussi quelle est la place des artistes dans la Révolution. Quel rôle peuvent-ils jouer? Ont-ils une place? Et finalement, elle va écourter son voyage, rentrer à New York. Elle ne parviendra pas à intégrer une compagnie et décidera finalement d'assouvir une autre. Donc elle abandonne la danse, elle interrompt sa carrière de danseuse, elle décide de développer une autre passion qu'elle a depuis longtemps en sommeil, qui est l'écriture, et elle se dit mais maintenant je veux non seulement écrire, mais je veux aussi écrire sur les différentes révolutions qui couvent en Amérique latine, et elle part où? Au Salvador. Et en fait, elle commence une carrière de reporter, si ce n'est de guerre, au moins de zone de conflit, qu'elle exercera pendant 20-30 ans, quoi. La petite particularité de ce texte, c'est que donc elle vit toute cette expérience, tous ces 6 mois qui sont racontés dans le livre, elle les vit alors qu'elle a une vingtaine d'années, et qu'elle n'écrit le livre que 30 ans plus tard, alors qu'elle est devenue une journaliste non seulement chevronnée, mais extrêmement reconnue, parce qu'elle écrit immédiatement dans la presse, dans la très grande presse anglo-saxonne. Elle écrit dans le Guardian au début, puis au Washington Post, puis elle aura pendant 10 ans la tête du bureau latino-américain de Newsweek, et enfin elle écrit dans le New York Times et le New Yorker, vous voyez. Donc elle a une carrière flamboyante, si j'ose dire. Et elle revient sur cette expérience parce qu'un jour, elle fait un reportage à Cuba alors que le pape Jean-Paul II était venu visiter l'île. C'était la première fois qu'un haut dignitaire de l'Église venait sur l'île. Et elle voulait voir ça. Elle voulait absolument vivre cette expérience.
Et dès qu'elle a mis le pied à Cuba, tous ses souvenirs sont remontés et elle a compris qu'il y avait quelque chose qui n'était pas réglé en fait. Quelque chose n'était pas passé. Et donc elle a écrit ce livre pour laisser le passé s'en aller. C'est vraiment son livre qui va la réconcilier avec la danse. Et aussi, c'est un moment où elle va l'écrire qu'elle va comprendre que ces 6 mois où elle a enseigné la danse à Cuba ont vraiment été charnières dans sa vie. Et surtout, c'est comme si elle avait eu un autre filtre en fait, pour voir le monde, où elle dit une phrase qui nous a marqué avec Cyril. Elle dit « Je n'avais pas compris », parce qu'il y a ces lettres en fait, à ses amants aussi dans le texte. Vous allez voir, il y a plusieurs documents comme ça. Il y a ses lectures aussi. Elle lit le journal du Che. Et elle dit « Je n'avais pas compris à quel point le capitalisme m'avait déformée ». Et c'est juste qu'en fait, elle se retrouve à Cuba. Donc, il y a effectivement énormément de privations, mais en même temps, elle voit énormément d'entraide, des idéaux de solidarité, d'égalité qui sont vraiment mis en avant, alors qu'à New York, c'était vraiment chacun pour soi. Et elle se dit, pour elle, en fait, c'est une même, je ne veux pas faire de jeu de mots, mais c'est une véritable révolution intérieure. Et c'est aussi pour ça que quand elle va retourner aux États-Unis, elle va commencer à être engagée politiquement, notamment contre la guerre du Vietnam, parce qu'en fait, elle va aussi découvrir les différentes propagandes, la propagande qu'il y avait aux États-Unis et celle de Cuba qui n'est pas du tout la même. Et donc, nous, on a choisi ce titre, La Révolution, la danse et moi, parce qu'il y a vraiment ce côté un peu carnet d'une jeune femme de 20 ans. Il y a vraiment une sorte de fraîcheur aussi dans le texte et qui va vraiment nous décrypter Cuba, mais qui va aussi montrer les pendants du régime. Elle va très vite dénoncer la rhétorique en fait utilisée. Donc, c'est pas un discours qui est totalement... c'est pas une adhésion totale. Elle critique vis-à-vis de Cuba et vis-à-vis du régime castriste, mais en même temps, elle ne peut s'empêcher d'épouser les idéaux socialistes. Le moins que l'on puisse dire, c'est que tous les deux, vous connaissez vos textes. Hein. Ça, c'est une certitude. Ben, on les aime tous. Hein. On peut enchaîner sur celui-ci qui a donc ces 2 livres ont un point commun fort. Ils sont écrits tous les deux par des journalistes femmes qui vivent dans leurs jeunes années une expérience charnière importante liée à un voyage. Donc celui d'Alma, vous le connaissez, et celui de Titaina. Donc dans ce récit, elle revient sur un long voyage qu'elle a fait à l'âge de... Clémence, c'est 25 ans? Ouais, elle n'a même pas 25 ans. C'est ça, elle n'a pas 25 ans. Elle part seule au bout du monde. Je me trompe toujours, destination. Bon, je retire ce que j'ai dit. Voilà. Le Pacifique. Le Pacifique, ouais, mais c'est grand le Pacifique. Bora Bora. Regardez-moi ça. On a fait une carte des îles dans lesquelles elle navigue pendant elle aussi, elle doit naviguer pendant 6 mois. Et en gros, elle part avec ses maigres économies en se disant qu'elle écrira sur place et qu'elle enverra dans les rédactions des papiers. Si on les prend, tant mieux. Si on ne les prend pas, tant pis. De toute façon, elle considère que sa vie est foutue. Bon, partant de là, il ne peut lui arriver que de bonnes choses. En fait, pas tant que ça. Le récit s'intitule « Les ratés de l'aventure ». En fait, sur place, elle rencontre de nombreux Européens qui sont venus échouer sur ces îles. Qui est parti parce qu'il a fui une situation misérable en France, qui est venu chercher un exotisme absolument imaginaire, qui vient évangéliser ces pauvres gens qui lui ont rien demandé. Et en fait, elle fait le portrait de toutes ces personnes, exclusivement des hommes d'ailleurs, qui sont venus échouer dans le mauvais sens du terme. Parallèlement à quoi, elle nous raconte la vie quotidienne des autochtones, qui là, en contrepoint, sont souvent des femmes, aussi parce qu'elle est une femme elle-même et que c'est plutôt avec les femmes qu'elle a un contact direct. Et là, va raconter donc le versant, donc comment certaines populations peuvent
avoir connu un changement profond sur l'île parce qu'il y a eu tel évangélisateur, ou quelles sont les conditions de vie extrêmement dures, qu'elle partage avec eux d'ailleurs au quotidien. Et là aussi, le récit est écrit quelque chose comme 20 ans après les faits, une fois qu'elle est devenue elle-même journaliste. Fort de son expérience, elle revient sur celle qui aura été l'expérience fondatrice. Et celui-ci sort en octobre. Le 14 octobre, ouais. Et entre-temps, le 30 septembre, on va sortir un autre. Donc, Titaïna, c'est de la littérature française. Et en septembre, on sort Le voleur de plumes de Kirk Wallace Johnson. Donc ça, c'est un auteur américain. On en publie quelques fois. Surtout quand ils vont explorer des univers assez insolites. Et là, il se trouve que c'est un auteur qui un jour entend parler d'une histoire d'un homme qui se serait introduit par effraction dans le musée d'histoire naturelle de Londres pour voler des oiseaux empaillés. Et en plus, non pas les oiseaux apportés par Darwin, mais des vraiment peaux d'oiseaux qui sont dans les réserves, dans la réserve du musée. Il se trouve que ce jeune voleur a un profil particulier parce qu'il est par ailleurs flûtiste. Il étudie à la Royal Academy de Londres, flûtiste confirmé. Il est en train de passer les concours pour les meilleurs orchestres européens. Et la question, c'est pourquoi est-ce que ce jeune flûtiste virtuose s'introduit dans un musée pour voler des plumes laissées là depuis des décennies? Et il se trouve que ce qui le pousse à faire ça, c'est son autre passion, qui est celle de monter des mouches. Non pas pour pêcher la truite ou le saumon, mais parce qu'il y a en fait un véritable art de la mouche à pêche qui requiert en fait d'utiliser des plumes. Vous voyez à quoi ça ressemble une mouche à pêche? Je cherche une image, mais... Ceux qui connaissent Gallmeister, voilà, sont habitués. Il y en a une dans la Gazette. On parlera de la Gazette aussi tout à l'heure parce que c'est important, elle est somptueuse cette Gazette. Donc, on en parlera tout à l'heure, mais oui, pardon. Et alors, je vous invite à aller voir de quoi ça ressemble. Et en fait, c'est des hameçons autour desquels on enroule en fait des plumes d'oiseaux le plus souvent pour en fait attirer pour faire semblant que c'est un insecte, en fait pour attirer ça nous montre les truites ou les saumons. Et il se trouve que lorsqu'on fait des mouches à pêche pour l'art de faire de la mouche à pêche, on va chercher plutôt des plumes d'oiseaux exotiques très colorées. Les oiseaux exotiques étant de plus en plus des espèces menacées, sont protégés et donc nos inoffensifs monteurs de mouches en fait deviennent des braconneurs, fréquentent les marchés illégaux ou s'introduisent dans des musées pour les voler parce que sinon en fait ils ne peuvent plus en trouver. Donc ça va être vraiment toute cette histoire et il se trouve que l'auteur va vraiment dépasser le fait divers puisque pour comprendre en fait l'enjeu de ces plumes-là, va nous raconter toute l'histoire de ces plumes, du moment où en fait elles ont été recueillies par un explorateur anglais au 19e siècle qui, pour l'anecdote quand même assez fascinante, en fait était un explorateur naturaliste autodidacte et réfléchissait beaucoup sur l'évolution des espèces, sur comment les espèces étaient ce qu'elles étaient, et qui un jour a une sorte d'idée lumineuse, en fait, qui est la théorie de l'évolution. En pleine crise de paludisme, il la couche sur le papier, il l'envoie à une personne qu'il admire beaucoup, qui est Darwin. Et là, Darwin reçoit ce courrier, et il se dit, mais c'est pas possible, ça fait 10 ans que je bosse dessus, j'ai pas encore publié mon livre, et là, quelqu'un vient d'avoir la même idée que moi. Et ce qui fait qu'en fait, le conseil scientifique va leur reconnaître à tous les deux en fait l'autorité de cette théorie-là, sauf que Darwin va être beaucoup plus médiatisé. Darwin était déjà beaucoup plus reconnu en fait, et il se trouve que notre Russell Wallace, lui, est à ce moment-là en Nouvelle-Guinée en train de ramener des plumes qui vont être par la suite dérobées, mais et qui va être moins soucieux en fait de sa postérité. Et je ne sais pas si tu veux prendre le relais, Cyril, ou je continue dans notre histoire de plumes. Et il se trouve que donc déjà ces plumes ont une importance historique, mais qu'elles ont aussi une importance scientifique, parce que l'auteur va se rendre compte qu'elles sont mises à disposition par le musée
à disposition de biologistes en fait, qui font des études aujourd'hui qui permettent, par exemple, de comparer le niveau de mercure dans les océans. Et en fait, c'est un vrai point de comparaison en fait, à partir de ces plumes d'oiseaux qui ont énormément de données qui peuvent être tirées. Et en fait, l'auteur se dit, mais c'est pas possible parce qu'il y a très peu de peaux qui vont être rendues au musée. Le voleur ne va pas passer une seule nuit en prison. Et il se dit, il faut absolument retrouver ces peaux et elles doivent sûrement être dans la communauté des monteurs de mouches qui, eux, n'ont pas du tout envie de les restituer au musée. Donc il se dit, il y a un monteur qui doit les avoir chez lui et qui ne dit rien. Et donc il va partir à la recherche de ces plumes. Et donc on a vraiment un livre en 3 mouvements avec une première partie sur l'explorateur, donc là qui est vraiment un récit d'aventurier tel qu'on les aime beaucoup chez Marchiali. Une partie sur le profil un peu incongru du voleur, le casse en lui-même qui est assez fascinant en fait par sa simplicité, mais aussi tout le procès. Et enfin, l'enquête de l'auteur qui va en fait se démener pour récupérer ses plumes. Ça devient une véritable obsession en fait. Et il y a une véritable dimension aussi écologique à ce texte parce que donc par l'importance scientifique des plumes, mais aussi il montre comment en fait tout au long du XXe siècle, on a vraiment pillé, notamment l'industrie de la mode a pillé en fait tué des oiseaux pour leurs plumes. Et comment en fait la vanité humaine fait qu'on continue de piller la nature. Donc il y a aussi cette dimension-là qui s'ajoute aux faits divers. Et c'est pour ça qu'on aime beaucoup ce texte-là. Et là, on est vraiment dans l'exemple de l'auteur qui dépasse le fait divers, qui va vraiment, à partir de cette simple histoire de casse, certes incongrue, mais ça aurait pu en rester là, va vraiment aller chercher des ramifications comme ça et nous embarquer dans son histoire. Et ce que je disais souvent, c'est aussi là la force de la littérature, c'est-à-dire qu'il va vraiment nous emmener sur un terrain. A priori, bon, des plumes poussiéreuses dans un musée, tout le monde ne s'y intéresse pas, mais sur un terrain inattendu et nous passionner. Et pour l'instant, on a vraiment des super retours de lecture. On est très contents. Ça ne m'étonne pas vu la diversité de tous ces ouvrages, mais celui-ci a l'air totalement fou, fascinant avec plusieurs volets, donc ça ne m'étonne pas qu'il ait du succès. J'espère qu'il aura le succès qu'il mérite. Rita, c'est à toi. Oui, bonjour Clémence, bonjour Cyril. Alors tout d'abord et au-delà du contenu, je rejoins Isa par rapport aux couvertures que je trouve aussi captivantes. Puis bien sûr, pour tous ces livres à venir, c'est un pur plaisir de vous écouter. Donc ça donne tellement envie et puis je pense qu'on est nombreux ici à prendre des notes pour aller les chercher dès leur sortie. Alors pour ma question, elle concerne plutôt la partie distribution. En parcourant votre site, il y a une phrase qui m'a légèrement interpellée. Donc, vous dites « Nos ouvrages sont disponibles dans toutes les bonnes librairies ». Qu'entendez-vous, qu'est-ce que vous entendez par bonne librairie? Est-ce que vous ciblez en priorité des librairies, une catégorie spécifique de librairies, ou est-ce qu'il y a tout ça, est-ce qu'il y a un sens derrière cette formulation? Il y a des mauvaises librairies, ça existe. Je pense que c'était une coquetterie à l'époque. Ouais. Je me souvenais pas qu'on ait fait ça. Non, c'est une formule un peu consacrée. C'est pas quelque chose à prendre au pied de la lettre. C'est surtout pour dire que les livres sont disponibles, c'est tout. Parfois, les gens aujourd'hui un peu moins, mais quand on débute, les gens nous demandent « Ah, vous êtes disponible où ?» Mais en fait, les livres, à partir du moment où ils sont distribués, sont disponibles dans n'importe quelle librairie. Ça ne veut pas dire qu'ils sont présents physiquement, mais le libraire peut vous les commander. Alors, c'est une pratique qui a tendance un petit peu à disparaître parce qu'on veut tout de suite et que si le libraire ne l'a pas, malheureusement, on va le commander ailleurs sur Internet. Mais les libraires peuvent toujours vous commander des livres et les recevoir quand même assez rapidement. Voilà, il n'y a pas de position particulière. Il n'y a pas de catégorie spécifique, tout simplement. D'accord. Non, mais je pense que si on veut rebondir là-dessus, les bonnes librairies, c'est des librairies où il y a un libraire qui fait du conseil, quoi. Oui. Donc, qui fait du conseil qui a des coups de cœur, qui défend les livres qu'il aime.
contrairement à Amazon. Qui ne va, en fait, effectivement. Amazon ne relaye que les meilleures ventes et il n'y a pas de conseil. Sandra? Oui. Ma question, je reviens sur les textes que vous choisissez. Est-ce que parmi les sujets qui sont abordés dans ces faits réels, est-ce que vous interdisez certains sujets? Est-ce que vous en privilégiez certains? Voilà, est-ce qu'il y a des thématiques, des situations que vous préférez à d'autres? Et c'est certains que vous censurez, entre guillemets, quoi. Ce qui se passe, c'est qu'on ne publie pas de textes d'actualité. Ça, c'est important parce que souvent, quand on pense non-fiction ou même faits divers, les gens vont se dire « Ah oui, des documents ou des affaires ou des choses comme ça ». Et nous, pour l'instant, le seul bouquin qui s'approchait un tout petit peu de l'actualité, c'était celui-ci, dans le sens où l'un des protagonistes était incarcéré. Il y avait une actualité dans son procès à lui, mais pas vraiment dans l'affaire. Et que le sort que le protagoniste subit dans ce bouquin en prison au Japon faisait largement écho à celui de Carlos Ghosn. Et la sortie et le sort de Carlos Ghosn étaient un peu concomitants. Mais ce n'est pas quelque chose qui était fait exprès. Vous voyez. Et pour la censure, non, il n'y a pas de censure. Non, mais après, la ligne aussi fait le tri d'elle-même un petit peu, dans le sens où, comme on publie des histoires qui sont souvent des récits d'aventure ou des polars déguisés, ça aiguille un petit peu les histoires qu'on nous apporte. Oui. Si je peux me permettre de compléter la réponse, peut-être qu'il fait notre particularité, enfin la particularité de notre catalogue, c'est qu'on sent qu'il y a un centre de gravité qui est vraiment très fort, enfin qui est la ligne éditoriale, qui est difficile à résumer, mais on voit qu'il y a un lien fort entre chaque livre. Et pourtant, si vous prenez entre Tokyo Vice, le récit d'un jeune Américain au Japon dans les années 90, et Lisière, une autrice bulgare qui revient dans sa région d'origine pour faire du reportage de collectage et une sorte de manifeste écologique, le spectre est très 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 large et on peut y accueillir des récits très différents les uns des autres. Mais tous vont répondre à une espèce de centre de gravité, de socle commun, quoi. Manon? Mais on ne t'entend pas. Non, on ne t'entend pas. Ouais. Ah, c'est bon. Ouais. C'est bon? C'est bon, oui. Ok. Je voulais vous demander si vous aviez prévu une collection poche, parce que moi je suis étudiante et j'adore vos livres, mais plus de 20 €, ça commence à faire un budget. Et j'ai vu que vous aviez, je crois, le dernier des Yakuza qui était publié chez Point Policier. Et donc c'était pour savoir si les autres allaient peut-être arriver chez Point dans les années qui viennent, ou si vous aviez prévu votre propre collection de poche. Et je rebondis là-dessus avec L'homme qui aimait trop les livres, qui est sorti aussi en poche, je crois. Ce sont les deux seuls, je crois. Non, il y en a d'autres. Désolé, j'ai répondu un peu sèchement. Attendez, je voulais vous les montrer. Mais... On a tous les Jack Adelstein qui sont chez Point. Donc Tokyo Vice, le dernier des Yakuza, J'ai vendu mon âme en Bitcoin, qui a dû sortir là au mois de mars. Il est sorti avec le confinement, juste avant. On a L'homme qui aimait trop les livres, chez Pocket, chez Wish Gangsta. L'or et l'obscurité. L'or et l'obscurité, 10-18 nous a fait le plaisir de reprendre notre couvre. Et Jewish Gangsta, qui est chez 10-18 aussi, ils ont repris notre couvre. Et il manque Titaina. Qui est chez Point Aventure. Point Aventure. D'accord.
Donc Donc, voilà, pas d'excuses. alors après, c'est pas si on fera sûrement pas de collection de poche et les livres ne sont pas vendus systématiquement en poche. Mais bon, une bonne partie de notre catalogue quand même. Et ça, faut pas hésiter à nous écrire, à nous demander quand on sort le poche. Hein. Faut pas hésiter. D'accord. Et par rapport au nombre de titres que vous faites par an, j'ai vu que vous êtes fixé une limite de 8, si j'ai bien compris. Est-ce que cette limite peut être modulable ou est-ce que c'est une limite par manque de temps qui vous ne pouvez pas aller au-delà? On peut aller au-delà. On peut aller au-delà et on ira sûrement au-delà. Après, je pense que pour nous, ça a été important. Un de nos modèles au début de Marchiali, c'était des petites maisons d'édition indépendantes, comme le disait Cyril. Et moi, j'ai toujours été assez impressionnée par Toussaint Louverture, Monsieur Toussaint Louverture, Dominique Bort, qui lui publie très peu quand même par an. Et a réussi comme ça à construire un modèle. Enfin, je sais plus maintenant à quel rythme, mais il a quand même réussi à construire un modèle économique comme ça. Et il se trouve qu'on a beaucoup de retours de libraires qui se plaignent en fait. Enfin, qui ne se plaignent pas, mais qui nous signalent le nombre de livres qui arrivent chaque jour, et nous-mêmes, on participe à ça. Et c'était important pour nous de bien défendre chaque texte. Et donc, je pense que notre limite, ce sera... parce que bon, il y a le travail éditorial, mais aussi il y a tout l'aspect communication, qui est quand même très important pour nous, et qui, à notre sens, fait vraiment partie aussi du métier d'éditeur, de défendre nos livres auprès des lecteurs et des libraires et de la presse. Et donc, ça demande du temps. Et un livre, c'est pas seulement il sort en librairie, ensuite il se passe plus rien. C'est vraiment, on essaye toujours d'organiser des choses, on essaye de faire en sorte qu'il reste en librairie suffisamment longtemps qu'il ait la chance de se vendre. On valorise aussi souvent les fonds de notre catalogue. Et donc, pour faire tout ça, c'est vrai qu'on ne peut pas non plus publier. On ne publiera jamais 20 titres, quoi. Je pense que notre limite, ce sera 12, 15, mais même, je dirais 12. Mais c'est vrai que c'était important, du coup, pour deux raisons. Bien les accompagner. Et la deuxième, ne pas surcharger les librairies, mais plutôt parier sur la qualité que sur la quantité, quoi. Et sortir un livre qu'on n'a pas le temps de défendre, c'est vraiment un crève-cœur. Et là, malheureusement, avec le confinement, Disparaître, par exemple, Disparaître dans la nature est sorti mi-mars. Et c'est dur, en fait, de dire qu'on n'a pas pu l'accompagner. Pareil pour Jean-Charles Chapuisé, du Bleu dans la nuit. Il avait beaucoup de rencontres de prévues en librairie qui ne vont pas avoir lieu ou qui auront lieu à l'automne. Mais c'est vrai que c'est vraiment ce travail d'accompagnement est important pour nous. Et donc, effectivement, la limite se justifie à ce niveau-là. Et l'augmentation, il faut aussi qu'elle se fasse de manière organique. Nous, on a vu que quand on faisait 4 livres par an, on savait bien que on allait probablement augmenter la périodicité, mais ça se fait pas. Enfin, comment dirais-je? On a vu que ça allait devenir nécessaire, surtout quand on a commencé à suivre des auteurs, en fait. Là, vous vous rendez compte que du coup, la production augmente, mais d'elle-même. C'est pas, c'est toujours contrôlé. C'est pas pour des raisons commerciales. C'est pas pour faire de la trésorerie. C'est pas pour faire ce qu'on appelle la cavalerie dans l'édition, où on sort des livres pour que ça crée de la trésorerie pour continuer à en faire derrière. Vous voyez. C'est plutôt lié à notre politique éditoriale. Anna, la fan absolue. Oui, j'ai plein de livres, je ne les ai pas tous encore lus, mais j'ai commencé tout à l'heure le rugissement. Je voulais vous demander, pourquoi est-ce que c'est un choix de ne pas toujours sortir en poche, ou c'est parce que le grand format, au bout d'un an, vous voyez qu'il ne s'est pas assez vendu, et vous dites que ce n'est pas un bon pari, ou comment se fait la décision? Le poche, en fait, ça nous permet déjà de toucher un autre public parce que le livre va être moins cher. Et aussi, on va toucher d'autres réseaux que nous, on ne touche pas forcément en termes de librairie. C'est-à-dire que le livre ne va pas être travaillé de la même façon, ne va pas avoir la même équipe commerciale. Ils vont être
l'éditeur poche va être mieux outillé pour, par exemple, vendre, je sais pas, dans des grands magasins, grands espaces culturels ou ce genre de choses, quoi. Donc, c'est vraiment... nous, on se pose la question à partir du moment où on se dit, est-ce que ce livre, en fait, n'a pas encore touché le potentiel de lecteur qu'il pourrait toucher? Et c'est vraiment donner une deuxième vie au livre. Et je pense que ça se fait surtout comme ça. Et puis c'est aussi, du coup, il y a des éditeurs poche qui vont on ne vend pas tous nos livres en poche. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que l'éditeur poche s'enthousiasme pour le projet. Et on sait qui va le défendre derrière. Et ça, c'est aussi important pour nous. C'est-à-dire que ce n'est pas systématique, quoi. Et voilà. Et en fait, c'est pas vraiment c'est encore des compétences différentes. Parce qu'un éditeur poche ne va pas forcément éditer le texte. Après, il va avoir une cohérence éditoriale dans ce qu'il publie. Mais ça va être plus de la communication, en fait. Oui, c'est pour ça que, par exemple, certains des Jack Adelstein sont chez Point et le dernier est chez... vous m'avez dit chez Babel, non? Chez qui? Non. Justement. Non. Non, mais en fait, c'est important. Le travail avec l'éditeur poche, c'est aussi une manière de soutenir l'œuvre d'un auteur ou d'une autrice. Donc, 2 exemples. Jack Adelstein, Point nous avait soutenu dès le début. Il s'était positionné très rapidement, généreusement. Et en plus de ça, ils nous ont suivis. Donc, ça a permis à Jack Adelstein, par exemple, d'avoir une actualité en France tous les ans pendant 4 ou 5 ans. Parce que quand c'était pas un grand format qui sortait, c'était un poche. Et c'est aussi comme ça qu'un auteur peut trouver sa place. Il n'y a pas que le dernier, celui où dedans il y a le mot Bitcount, je ne sais plus lequel c'est. C'est chez Point. Ah, c'est chez Point aussi. Ah, d'accord, bon, c'est moi qui me suis... D'accord. Non, et justement, tout le truc, c'est de ne pas éparpiller son œuvre. En fait, c'est-à-dire que tout ce qui est en grand format, c'est chez nous, et après, tout ce qui est... sauf si un jour, Point n'en veut plus, ou s'il y a un différent. Mais c'est pas ça l'idée. L'autre exemple, là, en février dernier, on a sorti Lisière de Katia Kasabova. C'est une autrice dont on est tellement fan qu'on a acheté 3 textes presque d'un coup d'elle, et on y croit vraiment énormément. C'est le texte qui est en une du premier numéro. On croit énormément, donc d'abord dans ce texte-là, mais dans le reste de son œuvre, et on tient vraiment à la soutenir le mieux possible. Ça va aussi passer par un partenariat avec un éditeur poche qui, derrière, peut convertir nos efforts. Parce que tout le travail que nous, on fait, c'est aussi du travail pour eux en amont. Et ça, ils le voient, ils le savent. Rita? Oui, alors j'ai une question concernant les publications. Pouvez-vous nous parler un petit peu de vos critères de choix? Qu'est-ce qui fait qu'une histoire est choisie pour être publiée? Pourquoi un manuscrit et pas un autre? Qu'est-ce qui fait que vous choisissez en fait un manuscrit et pas un autre? Et je rajoute une question par-dessus. Est-ce que vous faites un travail en commun ou est-ce que vous défendez, entre guillemets, chacun vos coups de cœur? Alors, je réponds par la deuxième question, c'est plus facile. On choisit ensemble vraiment. C'est-à-dire, s'il y a un texte qui moi m'a plu, je le fais lire à Cyril et inversement. Sauf pour l'espagnol, parce que moi je ne lis pas l'espagnol. Donc, si le livre n'a pas été traduit en anglais, là, je fais une confiance aveugle à Cyril. Et donc, c'est vraiment des choix communs et après, on les défend ensemble. Enfin, il n'y a pas un titre qui est plus défendu par l'un ou l'autre. Concernant les histoires qu'on choisit, on a quand même des petits tropismes, c'est-à-dire qu'on aime beaucoup l'aventure, côté aventurier, on aime beaucoup les univers justement peu explorés, donc l'univers de la mouche à pêche ou le monde du livre ancien. Géographiquement, on aime bien aller se balader aussi. Notre catalogue, on est à peu près sur tous les continents. On aime bien
quand on dit qu'on aime bien l'aventure, c'est qu'on aime bien aussi les aventuriers. Par exemple, Lisière de Kafka Casabova, c'est vraiment un récit de voyage, mais c'est vraiment une autrice qui met du sien en fait. Elle sait pas comment dire. C'est-à-dire qu'elle va vraiment se mettre en danger, elle va vraiment, elle prend pas des risques, mais elle a un côté aventurière baroudeuse comme ça. Et ça, c'est des choses qu'on aime bien. Mais après, on est quand même très ouvert et en fait, ça dépend surtout du traitement littéraire et du point de vue. Ce qui est important, je pense, avant tout, c'est la sincérité de l'auteur vis-à-vis de son sujet. Et à partir de là, s'il y a une sincérité, généralement, et un point de vue et une direction, on pourrait publier sur beaucoup de choses, en fait. Voilà. Cyril, tu veux ajouter quelque chose ou pas? Non, on travaille, pour préciser, on travaille les textes français, on les travaille tous les deux. C'est-à-dire chacun travaille dans son coin et ensuite on met en commun. Donc il n'y a pas cette notion de coup de cœur de l'éditeur. Enfin, moi, je trouve ça assez rigolo qu'il y ait des éditeurs qui présentent les livres comme ça aux libraires, parce que c'est un fait que les libraires ont des goûts et qu'on peut arriver un jour en disant « Tiens, ça va te plaire », mais on ne dit pas « Oui, ça, c'est notre coup de cœur de l'année ». Enfin, peut-être qu'on l'a dit, mais si vous voulez, on publie tellement peu de livres qu'on les aime tous pour des raisons différentes, mais il n'y a pas ce fonctionnement-là, quoi. J'en profite pour qu'on puisse faire la petite photo de groupe. La fameuse, elle est importante. Tout le monde se recoiffe, on s'active. Attendez, Je vais mettre un livre. Voilà, parfait, Cyril. Super. Alors, attendez. 3, 2, 1. C'est bon, super. Parfait, merci. Et, je peux vous montrer un truc? Oui, bien sûr, Cyril. Guillaume, parce qu'on n'a pas assez parlé de lui, mais je vous montre un original. Je suis désolé, il y a des reflets, mais donc chaque illustration de couverture est une linogravure. Donc voilà, il taille directement dans du lino et le principe, c'est celui du tampon, c'est-à-dire qu'une fois que son lino est gravé, il le grave en négatif, vous voyez, le chien est dans l'autre sens, il applique de l'encre et ensuite il vient déposer la feuille de lino sur une feuille de papier. Là, c'est du papier teinté dans la masse, donc le orange, c'est pas de l'encre, c'est le papier qui est d'ailleurs le papier de couve du livre. Et en l'occurrence, là, il y a 2 couleurs, donc ça veut dire 2 passages, ça veut dire 2 gravures et 2 passages par feuille. Et voilà, je voulais juste que vous puissiez le voir pour que vous vous rendiez compte, déjà de la taille et puis que vous en sachiez un petit peu plus sur les procédés. Les rendus sont parfois très différents des couvertures. Je vous donne un autre exemple, c'est celui-ci. Et donc là, je vous montre comment c'est utilisé. C'est assez inédit comme fonctionnement, c'est du jamais vu. Eh oui. Vous voyez, où tout le reste, c'est du graphisme vectoriel, quoi. Et l'ILU n'intervient que là. Bon, voilà. C'est la première fois qu'on entend un graphisme aussi poussé, aussi détaillé sur des couvertures, en tout cas. Ouais. Et alors, la deuxième chose pour terminer là-dessus, il n'est pas rare que... Donc, la maquette ne change pas. La maquette intérieure est toujours la même. Par contre, les pages de titre ou d'entrée de partie, de chapitre, change systématiquement. Et il n'est pas rare que Guillaume utilise des caractères qui sont inédits. Donc c'est la première fois qu'ils sont mis en circulation, en utilisation. Parce qu'il va les chercher dans des forges, dans des fontes de jeunes typographes qui en dessinent plusieurs, mais qui ne vendent pas toutes, quoi. Tu auras un exemple concret, peut-être? Celle-ci, non? Oui, celle-ci. Je crois que ça, c'est une typo qui a été dessinée par un
par un ami de Guillaume, un typographe, et c'est la première fois qu'elle a été imprimée sur un livre. On a découvert un jour que nos livres étaient aussi vendus sur des salons très pointus de typographie et que les personnes arrivaient, ils étaient là, c'est ça, c'est la première utilisation de tel typo. Et voilà, donc il faut savoir que nos livres sont aussi recherchés pour ça. Les gravures de Guillaume originales, généralement Guillaume en fait un tirage d'une centaine et il les vend. Donc après, c'est un prix assez élevé parce que c'est des tirages uniques. La gravure de Tokyo Vice, par exemple, qui est en grand format, c'est 100 €. Sur des gravures plus petites, on va être plus sur 40 ou 50. Mais en tout cas, si ça vous intéresse ou si vous voulez faire des cadeaux, tout ça, on pourra vous donner son adresse mail. Voilà. Ouais, c'est très pointu et c'est très très beau, tout simplement. Pour un livre, c'est le genre de couverture qu'on aime tous avoir, en tout cas, ne serait-ce que pour collectionner déjà. On est tous des amoureux des livres et clairement, la couverture a un attrait puissant, en tout cas sur nous. J'avais peut-être une dernière question, si personne n'en a d'autres, concernant le nombre d'exemplaires vendus. Qu'est-ce qui fait qu'un livre, pour vous, est considéré comme une réussite et à l'inverse, un échec? Est-ce que vous avez une limite? De chiffre de vente? Oui. Déjà, il y a quelque chose d'absolument objectif qui s'appelle le seuil de rentabilité. Donc, il varie. Donc, il varie selon le livre parce qu'il y en a qui coûtent plus ou moins cher. Enfin, un très gros livre traduit. On va être à 3000 exemplaires sur un très gros livre. Sur la Révolution, je pense qu'on est à 3000. Après, on a une aide du CNL, heureusement. Mais du coup, c'est vrai que 3000 exemplaires pour la littérature étrangère traduite de l'espagnol, c'est beaucoup. Pour une autrice qui est inconnue ici, c'est vraiment beaucoup. Il faut déployer beaucoup d'énergie pour arriver à ce niveau-là. Et nous, on fait des tirages moyens qui sont quand même assez élevés. Enfin, ce n'est pas des chiffres délirants, mais maintenant, le paysage éditorial est quand même pas mal engorgé. Et donc, il y a aussi beaucoup d'éditeurs. Et donc, il n'y a plus vraiment, comme dans les années 80, des tirages très, très, très forts. Et ouais, du coup, une vente, après, une vente moyenne, elles vont être entre 2000 ou 3000 exemplaires. C'est plutôt pas mal. Ce qui est plutôt, ouais. Et après, Tokyo Vice, là, on a cassé tous les scores. Et ce qui était très bien pour lancer la maison. Et puis après, on a des revenus annexes, puisque du coup, il y a les revenus du poche. Et maintenant, on fait aussi des sessions audiovisuelles, d'adaptation, grâce justement au fait qu'on ait rejoint le groupe Delcourt, qui a un service dédié à ça. Donc, l'éditeur aussi voit se financer l'auteur aussi par ces différentes vies du livre, en fait, qui sont très importantes. Et par rapport au cinéma, est-ce que vous pouvez nous en parler? Est-ce qu'il y a quels livres vont être adaptés? Là, il y a un contrat qui est plus de signer, si tu veux. Un contrat, mais c'est signé, non? Je ne sais pas si on peut leur dire. Non, enfin, disons qu'il y a 2 projets de session en série en cours. D'accord. Et un projet en 2 épisodes. C'est pas vraiment une série, mais c'est plus long qu'un film, quoi. Et après, en cours de développement, mais ça, c'est pas nous qui avons les droits, mais il y a Tokyo Vice qui va être une grosse série, a priori. Mais bon, là, le tournage a été arrêté à cause du confinement, mais il faut espérer que d'ici 1 an et demi ou 2, la série puisse voir le jour. Super, super. Et on espère, parmi les autres formes, les autres vies que peuvent avoir les livres qu'on publie, mais maintenant qu'on est en contact quotidien avec des éditeurs de bande dessinée, on aimerait bien aussi voir ce que ça peut donner, parce qu'il y a plusieurs histoires qui sont très visuelles, qui évoluent dans des univers extrêmement riches. Le voleur de plumes, mais aussi L'homme qui aimait trop les livres, l'univers du livre ancien. Je pense que graphiquement, ça peut aussi donner quelque chose d'intéressant. Et on va voir quelles sont les possibilités de ce côté-là. Donc plutôt d'adapter les livres déjà existants ou de créer de nouvelles bandes dessinées? Les deux, mon capitaine. Des réflexions sont en cours. Très bien, on a hâte de voir ça en tout cas. Si personne n'a plus de questions, on va s'arrêter là. Et il est temps pour moi de vous remercier tous les 3, Marie-Laure,
Cyril et Clémence. C'était un plaisir de vous recevoir et d'en apprendre davantage sur qui vous étiez et comment vous travaillez. Donc, merci infiniment à vous deux, à vous trois, pardon. On a oublié de dire d'ailleurs que Marie-Laure se chargeait de la relation libraire et presse. Hein. C'est ça, hein? Les relations publiques, oui. Exactement. Voilà. Donc, merci. Hein. Avec les Marcelli. On n'a pas entendu par... Je disais juste que c'était un plaisir de travailler avec les Marcelli depuis un an. Oui, donc on les appelle les Marciali, hein, si on a bien compris. C'est la famille, hein, c'est une famille, donc ouais, c'est les Marcelli, quoi. Ça fait un peu mafia, mafia japonaise. On en revient toujours à Tokyo Vice et à Jake, donc voilà, la boucle est bouclée. N'hésitez pas à demander la Gazette si vous voulez. Enfin, on n'en a pas parlé, mais c'est un outil qu'on... C'est pas un simple programme éditorial semestriel. On veut aussi vous faire partager un petit peu l'esprit familial et les coulisses de la maison. Un exemple très simple, c'est que la dernière page de chaque numéro sera toujours consacrée à l'atelier. Probablement l'atelier de Guillaume, mais pas uniquement. Qu'on partage l'évolution, par exemple, de la confection d'une couverture. Plusieurs dessins, donc des dessins rejetés, des dessins évolués, quels sont les partis pris à chaque fois. Donc ça vous permet de découvrir ça. Et ça, c'est disponible qu'ici. Ça ne sera même pas sur le site. Donc voilà, c'est un objet aussi pour les collectionneurs. Et puis toujours en bas de chaque page consacrée au livre, on essaie de publier un petit peu des extensions. Donc là, il y a un texte de Titaina qui date des années 80 qui nous paraissait très pertinent et donc qu'on a remis au bout du jour. De temps en temps, on invitera des auteurs pour parler de leur choix de la non-fiction, en fait. Pourquoi ils écrivent ça et pas autre chose. Donc voilà, c'est un petit peu une plongée dans l'univers de la maison. Donc, elle est magnifique, c'est un superbe objet. J'ai eu la chance d'en recevoir une et c'est vrai qu'elle est merveilleuse. Clairement, c'est un outil supplémentaire au livre et à la maison d'édition et qui vous permet de rentrer dans les coulisses. Et c'est très rare d'avoir une sorte de gazette semestrielle en plus. Donc, il y en a quand même 2 par an. Et bravo à vous pour cette idée parce que c'est quelque chose que tous les lecteurs aiment. En tout cas. Voilà, bravo. Et merci de nous l'avoir proposé, du coup. Oui, merci Marie-Laure. Ouais. Vous allez recevoir 15 mails dans la foulée. Donc, merci infiniment à tous les 3 et on se recontacte, bien sûr. Ça sera diffusé sur YouTube après. Je vous l'enverrai évidemment en amont. Je vous enverrai la vidéo en amont pour accord, évidemment. Si vous voulez qu'on supprime des choses, on le fera. Voilà. Merci à vous, à tous les 3. Merci à tout le monde et puis bon appétit. Merci. À bientôt. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir.